En gérant l'après Gérard Lopez et les nombreux problèmes légués par Idio et sa direction, Olivier Létang est devenu une figure emblématique du LOSC des dernières années. En mettant en place une cure d'austérité, diminuant les dépenses sur le marché des transferts, en baissant drastiquement la masse salariale, en construisant des effectifs non seulement cohérents, mais aussi compétitifs, et en réussissant à valoriser, négocier, vendre parfaitement ses stars, il a sorti son club d'une crise financière. Un exploit qui lui aura valu beaucoup de respect de la part des supporters, puisque quand tu regardes l'état des autres institutions où l'immonde imbécile a mis ses mains, tu vois plus rien, puisqu'elles ont quasiment toutes coulé. Pourtant, malgré ce travail méritant des louanges, aujourd'hui, pas mal de ses soutiens se retournent un peu contre lui, critiquant l'avance du mercato estival du club nordique. Alors, comme d'hab, quand tu t'apprêtes à m'écouter parler, prépare ta boisson fraîche, prépare un truc à grignoter, et plongeons-nous ensemble dans la situation délicate mais super intéressante du LOSC de ce fameux Olivier Létang. Après avoir perdu Lenny Yoro dans un transfert surprenant et surpayé à Manchester United, après avoir remplacé Fonseca par un Bruno Genesio libre depuis son passage à Rennes, le LOSC a démarré une saison qui s'annonçait sacrément intéressante à suivre. Que ce soit pour ses finances, mais aussi pour le sportif, l'accès au tour préliminaire du nouveau format de Ligue des Champions était une opportunité de faire ce que les Marseillais avaient raté l'année précédente, et ce challenge avait forcé la direction à établir une stratégie particulièrement dangereuse. Pas encore totalement libéré de l'énorme étau financier qu'étaient les dettes du club, Olivier Létang avait pris la décision sacrément audacieuse de garder de nombreux joueurs importants dans l'effectif malgré leur année de contrat restante. Un pari économique dingue. L'idée était de se dire que le rapport sportif serait bien plus important que le rapport financier en cas de départ, qui demanderait de toute façon un réinvestissement et une reconstruction d'effectifs pouvant amener de l'instabilité et des pertes économiques dans d'autres secteurs. Un choix sacrément fort, sacrément culotté, qui sur le papier sera payant puisque les Lillois finiront pour la 3e année de suite dans le top 5 de Ligue 1. Un résultat intéressant, mais pas le seul, puisqu'en parallèle, ils passeront les tours de qualification de la Ligue des Champions et atteindront les 8e de finale avant de chuter face à Dortmund. Un exploit qui s'aligne avec les performances des autres équipes de Ligue 1 dans cette compétition, mais les Lillois réussiront à faire mieux que les Brestois en restant dans la course à l'Europe. Malgré la fatigue d'une saison commencée plus tôt que les autres, avec plus de matchs que ses concurrents, que ce soit Strasbourg ou Nice, l'équipe menée par Benjamin André réussira à atteindre ses objectifs. Record de points sur une saison à 18 clubs, parcours européen historique avec un 3e 8e de finale dans l'histoire du club, qualifié pour la prochaine édition de l'Europa League. Le seul point noir sur le papier sera l'élimination en coupe par une équipe de Dunkerque clairement en mission dans cette compétition. Les Lillois ont donc rempli leur part du contrat. Grâce à cette saison, le club peut enfin respirer économiquement et ça n'aura pas été facilité par les absences nombreuses de Samuel Umtiti, Akon Haraldsson, Ismaili, Nabil Bentaleb, Thiago Santos, Ethan Mbappé, Angel Gomez et Edon Zegrova, qui ont clairement impacté la dynamique de la saison. Malgré tout, pour sa première, Genesio a réussi à respecter les objectifs avec un effectif en fin de cycle. Et après cette réussite, une page de l'histoire du club peut se tourner sans aucun regret. En quelques jours, le LOSC a connu une exode massive avec les fins de contrat d'Angel Gomez parti à l'OM, Rémi Cabella à l'Olympiakos, Samuel Umtiti, Ismaili et Vito Mannone, eux sont toujours libres, et évidemment, Jonathan David à la Juventus. Ce dernier départ fait sacrément mal, puisque le Canadien est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, il est entré dans la légende de l'équipe nordique, et son départ libère totalement le poste, puisque Mitchell Baker et Choupak Pom étaient prêtés jusque-là, tandis que les options d'achat de Virginus et Illich ont été levées. L'effectif, avant même le début du mercato, avait déjà de très gros chantiers visibles à régler, le travail de la direction cet été s'annonçait chargé, et je pense que même si une stratégie avait été élaborée, même si les retours de prêt, notamment celui de Ragoubert, permettaient d'être confiant pour la suite, rien ne s'est passé comme prévu. Une situation financière améliorée et enfin positive, des résultats sportifs plutôt intéressants en championnat et en Europe, un effectif en plein changement mais rempli de talents en train d'éclore, une formation à nouveau active et capable de produire de très grands talents, une direction compétente avec un projet en tête et une connaissance parfaite de la puissance du club. Si on regarde la situation du LOSC, il est difficile de se dire que la reconstruction qui s'annonce est inquiétante. Au contraire même, avec toutes ces informations, auxquelles tu peux ajouter une réunion entre le coach et la direction qui se conclura par un accord pour donner de la continuité à Genesio, vraiment, il est difficile de ne pas croire que les Lillois sont en bonne position pour sortir grandis de cette transition. Pourtant, ce serait oublier le plus important, la terrible situation du football français. Sans droit économique lié à la diffusion des matchs, sans aucune assurance sur un retour de ces 10 droits économiques l'an prochain, puisque la fameuse chaîne de la Ligue n'a rien d'un projet sûr, la situation financière stable de Lille est certes une bonne nouvelle, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut préserver. Si dans un monde normal, le club n'aurait pas eu à continuer sa stratégie de trading agressif avec cette perte économique importante, il est vital de prendre toutes
toutes les précautions possibles pour éviter de retourner dans le rouge, et pour les temps, cela signifie ne pas investir massivement sur ce mercato. Une situation difficile, mais encore une fois, pas insurmontable, notamment pour une direction qui a connu pire. Économiquement, Lille doit donc faire attention en réinvestissant sur le marché des transferts, respecter la grille salariale, remplacer les départs sans faire de folie, et continuer sa stratégie actuelle, se basant sur de jeunes talents issus de la formation, ou d'un recrutement à bas coût. Quand tu regardes l'effectif, l'étang va très souvent dans des championnats nordiques où, malgré la hausse des coûts, les talents restent moins chers qu'ailleurs, et encadre ces jeunes talents prometteurs avec un joueur d'expérience dans la rotation. C'est à peu près comme ça que l'équipe de l'année dernière a été construite, et c'est en respectant cette stratégie que ce nouveau mercato devrait être effectué. Pour autant, si le club a déjà connu quelques départs libres et fins de prêt importants, d'autres joueurs souhaitent mettre fin à leur aventure dans le Nord. Gudmundsson, souhaitant connaître de nouveaux horizons, réussit à attirer une offre de Leeds en première ligue. Son départ pour 12 millions d'euros à peu près représente une plus-value, confirmant la capacité du LOSC à valoriser ses joueurs, mais cela libère aussi totalement le poste d'arrière gauche. Les finances font un apport conséquent arriver, c'est vrai, mais le chantier entourant les Lillois continue de grandir. D'autres départs comme Mohamed Bayo, Thiago Moraes et Rafael Fernandez sont évoqués pour améliorer les finances, libérer de la place dans l'équipe, pendant que Bafodé Diakité, Benjamin André, Alexandro et Lucas Chevalier attirent pas mal d'observateurs, souhaitant les convaincre de quitter Lille. Benjamin André, ton capitaine, était d'ailleurs à 2 doigts de quitter le club, souhaitant profiter de sa dernière danse pour obtenir un gros contrat. Il est tombé sous le charme du projet parisien, avant de finalement accepter de rester, après un pressing acharné des dirigeants. Une prolongation qui repousse sûrement son départ d'une année. Le club se donne de l'air dans ce secteur, puisqu'en plus d'être le plus fourni de l'effectif, c'est celui où le moins de départs sont envisageables. L'étang peut donc continuer à sécuriser l'effectif actuel en gérant cette fois le secteur le moins fourni, la défense, puisque si Bafodé Diakité était lié au club jusqu'en 2028, la direction réussira à s'offrir une certaine paix d'esprit en prolongeant Alexandro pour la même durée, renforçant par là même sa position en cas de négociation à venir pour leur départ, tout en espérant évidemment que cette charnière reste. Avec les départs libres, la vente de Gudmundsson et les levées des options d'achat, la marge de manœuvre de la direction grandit, mais pas suffisamment pour agir librement. Et cette situation délicate n'est à l'heure actuelle toujours pas réglée. Départ d'historique et de joueurs importants librement sans indemnité, vente de Gudmundsson, si les départs ont beaucoup touché l'effectif, la reconstruction a déjà commencé avec, comme je l'ai dit, les fameux retours de prêt de joueurs capables d'avoir un rôle dans l'effectif. L'arrivée libre d'Arnaud Baudard pour la rotation au poste de gardien, les investissements sur Nathan Ngoy en défense, Marius Brolm et Félix Correa sur les ailes, mais aussi et surtout Olivier Giroud en pointe. Un recrutement qui correspond parfaitement à la stratégie dont je t'avais parlé plus tôt, puisque tous viennent de championnats en dehors du top 5. Le dossier Olivier Giroud fait d'ailleurs penser à Burak Yılmaz il y a quelques années, mais en plus vieux et donc avec plus d'incertitude sur son rendement sportif. Son retour en France reste une excellente chose puisqu'il apporte son expérience dans un groupe jeune, un rôle qu'il a déjà eu à Milan avec Zlatan, et je pense que pour cette saison, il devrait faire le taf. Maintenant, quand on parle du mercato de Lille, le plus intéressant n'est pas ce qui est fait, mais ce qu'il reste à faire. Avant-centre titulaire, défenseur remplaçant, latéral gauche, tu as encore un gros chantier important à gérer. Mais pour l'instant, ça n'avance pas. Les négociations semblent difficiles. En pointe par exemple, le Marocain Hamza Igaman des Rangers attend depuis quelques semaines déjà que les Lillois avancent dans les négociations, mais rien ne se passe. La prudence économique en place depuis des années déjà a été renforcée, et tu sens que l'absence de départ des joueurs écartés ralentit l'évolution du mercato. Et dans ces départs, il y en a un plus important que les autres, Edon Zegrova. Le Kosovar est clairement une des grosses valeurs marchandes mises sur le marché des transferts, puisque son comportement, sa situation contractuelle et son envie de départ ne permettent pas de donner continuité à ce qui était jusque-là une belle histoire. Blessé puis écarté durant la seconde partie de saison, la fin d'aventure dans le nord de l'Ailier est sacrément triste. Lille en demande 20 millions pour tourner la page, mais rares sont les clubs intéressés. La relation brisée entre les deux camps signifie qu'un retour dans l'effectif semble impossible. Les deux camps ne s'entendent plus, que ce soit à cause d'un transfert bloqué ou d'un comportement qui ne plaît pas. Il est donc obligatoire que son départ ait lieu, que ce soit pour le remplacer ou pour pouvoir réinvestir ailleurs. Le LOSC a besoin de générer des revenus pour réinvestir. Son transfert est l'une des clés qui permettra au club d'appuyer sur l'accélérateur, mais aucun club à part Naples ne se bouscule. L'Italie semble d'ailleurs le tenir en haute estime, mais contrairement à l'aile gauche, les joueurs sur l'aile droite ne sont pas dans un mercato vraiment vivant. Cette situation bloquée depuis quelques semaines pourrait forcer l'étang à faire une concession ailleurs. Bafodé Diakité a une touche en première ligue, Bournemouth qui s'apprête à vendre Zabernia au PSG le tiendrait en haute estime et le verrait bien en successeur, pendant que les Parisiens ne souhaitent pas seulement souffrir le défenseur ukrainien, mais souhaitent aussi leur gardien. Lucas Chevalier, le successeur de Mike Maignan, top gardien de Ligue 1 et second choix dans les cages de l'équipe de France, serait dans leur viseur, et un transfert ne
semble là aussi pas totalement hors de question. Deux gros départs qui feraient sacrément mal au collectif. Je pense qu'il serait impossible d'assurer la même sécurité défensive en cas de changement de joueur pour le début de saison, mais dont les retombées économiques permettraient d'être clairement calme pour les années à venir. Le tout en étant capable de réinvestir pour enfin régler le chantier actuel. La situation est donc difficile, les dirigeants se trouvent face à un choix important, et je sens que si le départ de Diakité n'est pas encore totalement sur la table, bien qu'un prix ait été formulé, Lucas Chevalier, lui, ne sera pas retenu si la bonne offre autour des 50 millions d'euros venait à être faite. Les négociations sont en cours, et le joueur, formé dans le nord de la France, pourrait partir en ayant accompli de très belles choses dans son club formateur. L'idée, c'est d'abord d'aller chercher son remplaçant avant de devoir partir, et tu sens que même si il y a du travail de recherche, ça reste difficile pour le club d'être compétitif sur ce mercato. Derrière, tu pourras t'occuper des autres chantiers avec l'argent récupéré. Avec un peu de chance, tes indésirables trouveront aussi une porte de sortie et tu pourras faire une folie sur le mercato. Maintenant, la situation est tendue, mais elle pourrait changer. Si l'année qui arrive s'annonce difficile pour un LOSC qui va avoir une vraie concurrence avec Nice, Lens, Strasbourg et Lyon pour les places derrière Monaco en dessous du podium, beaucoup de facteurs pourraient faire que cette année difficile ne soit pas en vain. Le club va renégocier son contrat maillot et sponsoring avec New Balance qui arrive enfin cette saison. Tu as quelques talents dans ton centre de formation qui pourraient éclore si le temps de jeu leur permet de se développer. Tu as un énorme talent avec Boadji qui est encore protégé par sa minorité mais qui sera assurément convoité d'ici l'an prochain. Et tu pourrais retrouver l'appui des revenus droit TV si le projet en place réussit à se construire intelligemment. L'objectif de cette saison est donc de rester compétitif sans très gros investissements. Avaler le venin pendant une année afin de s'assurer de la sécurité financière du club et assainir le coût avant de voir les revenus du club grimper l'an prochain. Une stratégie dangereuse. Mais si ta colonne vertébrale tient un coup, comme la saison dernière, si Thiago Santos revient avec un niveau proche d'avant sa blessure, si Giroud réussit à faire grandir le talent qui sera à ses côtés en pointe et si tu renforces bien les derniers chantiers de ton effectif, tu pourrais réussir à rester dans les clous et peut-être même rêver en Europa League. L'étang dont j'ai fait l'éloge dans cette vidéo n'est pas non plus le dirigeant parfait, le défi devant lui s'annonce compliqué, moins que de naviguer dans un club en dette, avec une pression différente, qui est tout autant stressante. Si Genesio et André sont restés, c'est sûrement que des promesses ont été faites. Quand on connaît le bonhomme, on sait ce que ça veut dire, on sait ce que ça peut engendrer, donc j'ai hâte de voir comment l'équipe va évoluer durant le mois d'août. J'espère que la vente de Chevalier sera la dernière de ce mercato pour mes amis nordiques, parce que je pense que remplacer un mec comme Diakité, en moins d'un mois, pourrait être plus dangereux qu'autre chose. Bref, c'était ma petite vidéo sur l'été du LOSC avant la fin du mercato. J'espère que t'as apprécié le contenu qui était grandement tourné vers la stratégie et les finances, plus que l'aspect tactique, ou bien le mercato en soi. Qu'est-ce que t'attends de ce mois d'août pour les Lillois? Est-ce que tu crois en eux cette saison? Dis-le moi dans les commentaires, et on se dit à très vite, ciao!